Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. La vie de François Athanase Charette de la Contrie est à l'image de sa devise. La vie aventureuse de cet homme, aussi séduisant qu'intrépide, fidèle envers et contre tout à une cause, la patrie, la foi, le roi, de sa brillante carrière dans la marine royale, intégrée à l'âge de 14 ans, à ce jour de 1793, où, à la tête d'une troupe de paysans du Marais breton, Charette part à l'assaut de la République. Je vais vous faire ressusciter la flamboyante épopée d'un homme dont l'audace et le courage, la personnalité singulièrement libre et moderne, n'ont pas fini de fasciner. On sait très peu de choses sur l'enfance et l'adolescence de François Athanase Charette de la Contrie, ou plus communément celui qu'on appelle Charette, en raison de la présence de peu de documents et d'écrits de l'époque. On sait qu'il est issu d'une famille de la petite bourgeoisie, fils de Michel-Louis Charette, chevalier seigneur de la Contrie, et de Marianne de la garde de Montjeu. François Charette naît le 2 mai 1763 à Couffet. Donc son père était militaire de carrière, capitaine au régiment de Brissac-Infanterie. Son parrain, Louis Charette de la Cacherie, était alors le doyen du Parlement de Bretagne. Un poste déterminant qui permettra à Charette de suivre des études chez les oratoriens d'Angers avant de s'orienter dans la marine. Il va entrer en 1779, à 16 ans, à l'école des gardes de la marine de Brest, où il va d'ailleurs côtoyer Chateaubriand, Lascar et tant d'autres de noms célèbres. Et là, il va aller chercher à dominer, à vaincre sa peur, le mal de mer, la peste des mers. Il va affronter les mutineries, le naufrage sur son bateau qui va s'échouer, puis il va côtoyer pendant la guerre d'Amérique les plus grands, la Pérouse, Bougainville, et sert ensuite sous le comte de la Motte-Piquet et l'amiral comte de Guichen. Il parcourt ainsi les mers de 1780 à 1790, faisant la police en Méditerranée à bord de la corvette La Belette. Il va être promulgué au mérite lieutenant de vaisseau à 24 ans en 1787, alors qu'on l'était toujours à plus de 30 ans. Il s'est comporté de manière exceptionnelle. Il a eu vraiment un mérite de véritable combattant. Il pense que tout est fini, que c'est la paix, et repart vers Riga, Saint-Pétersbourg, pour aller chercher des mâts de bateau. Puis il est affecté par ce qu'il appelle les marins d'eau douce, donc la marine du Levant. Et là, il se bat contre les barbaresques du côté d'Alger, et où il va être aux côtés des Ottomans contre les Grecs. Quand il débarque à Toulon, on lui arrache sa cocarde. La cocarde noire, la cocarde de la marine royale. Il ne comprend pas parce qu'il dit qu'il s'est battu pour la liberté. Et c'est à ce moment-là qu'il quitte la marine royale en novembre 1790 et qu'il va retourner à ses occupations. Le 25 mai 1790, à 24 ans, il épouse à Nantes, dans la paroisse de Saint-Denis, Marie-Angélique Jossenet de la Dousquière, veuve de son cousin Louis Charette, âgé de 41 ans. Il s'établit ensuite au manoir de Fonteclose, à la Garnache, près de Châlons, en Vendée. Pendant 3 ans, il va passer son temps à s'occuper de son domaine qui appartient à son épouse. Le 27 mars 1793, dans la région de Machecoul, où des républicains ont été massacrés, Charette accepte de se mettre à la tête de paysans du Marais breton, venus chercher son commandement au manoir de Fonteclose. Ces hommes viennent de subir la défaite de Pornic et ont perdu leur chef, Louis-Marie de la Roche-Saint-André, rendu responsable de leur échec. Ils auront du mal à le convaincre, Charette, de les commander, car Charette s'était caché sous son lit en espérant les lasser. Lorsqu'il se décida enfin à sortir, il dit aux hommes qui se trouvaient là, « Soit, mais je commande et l'on m'obéit. » Ceux-ci ne sont armés que de piques et de fusils de chasse, et sont peu disciplinés. Mais au nombre de 4000, ils retournent ensemble à Pornic et prennent la ville. Charette fera broder son écharpe d'une devise en lettres d'or, combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Il parvient ensuite à commander de meilleurs éléments, dont des déserteurs républicains et une cavalerie d'élite composée de nobles et de bourgeoisie équipés à leurs frais. Le 30 avril 1793, il parvient à empêcher les républicains de prendre le Jet. Après la prise de Saumur en juin 1793, il se joint à l'armée catholique et royale et Lescure lui demande de participer à la prise de Nantes.
Le 29 juin 1793, il arrive le premier avec ses troupes dans les faubourgs de la ville. Il lance l'assaut, seul aux aurores, sans attendre les renforts de Charles de Bonchamp. Il est le dernier à quitter Nantes. Le lendemain, après la retraite de l'armée catholique et royale, et voyant que tout était perdu, il aurait fait un pas de danse pour dérision, pour se moquer vraiment des adversaires. 2 semaines plus tard, il est de nouveau présent sans les autres groupes, alors que l'attaque devait être combinée. Ses pertes sont élevées et après la perte de 4 canons, les Bleus contre-attaquent. Le 19 septembre 1793, il participe à la victoire de Tiffauges, mais désobéit avec l'escure dans la poursuite de Kléber. Le 30 septembre 1793, le canon dans l'île de Mortier fait reculer ses troupes, mais 12 jours plus tard, il les fait entrer par la chaussée du Gois à la marée montante pour les forcer à avancer. Les 800 hommes de la garnison sont rapidement capturés et malgré ses ordres, un sous-chef en fait fusiller de sang. Charette est un commandant solitaire, il est éloigné des autres généraux et il ne connaît pas encore la gloire et le prestige qui lui seront dus bien plus tard. Pour Napoléon Bonaparte, Charette était le grand homme de cette affaire, plus ou moins important car Charette passe pour un mot au départ. Il n'avait apparemment pas d'avenir, c'était un marin d'autre part, et il échoua de commander une région extrêmement partagée entre révolutionnaires, partisans de la Révolution, et partisans de l'insurrection. Au-delà de tout cela, il a beaucoup de mal à se faire obéir dans toute cette période de la guerre, c'est-à-dire de mars 1793 jusqu'en octobre 1793. Ce n'est qu'après, en 1794, devant l'extermination délibérée et gratuite entreprise par les colonnes infernales de Turreau, que la population, qui n'en pouvait plus, l'armée catholique et royale, était détruite complètement. Et c'est à ce moment-là que Charette se révèle et invente la guérilla, c'est-à-dire la lutte du faible au fort. Charette, on ne sait jamais où il est, on ne sait jamais combien il est, et il vous tombe dessus, disaient les républicains, sans savoir ni quand, ni où, ni comment. On ne sait pas d'où il frappe, mais il frappe fort. C'est là qu'il prend toute sa dimension dans l'adversité. Se sentant dédaigné, il se sépare du gros de l'armée vendéenne qui va subir un désastre au cours de la virée de Galerne, notamment à Savenay en décembre 1793. Il poursuit la lutte par une guérilla autonome. Depuis le début de l'insurrection vendéenne, Charette aurait fait figure sinon de héros solitaire, du moins de chef à part. Il mène le plus souvent sa propre campagne et sa propre vie un peu à l'écart des chefs de l'armée d'Anjou, qui, disons-le clairement, le regardent un peu haut et du plus loin possible. Et ils ont une certaine méfiance, ces autres chefs, envers ce que certains appelaient l'armée de pique de Charette. Évidemment, celui qu'on l'appellera le roi de Vendée perçoit ce relatif éloignement des chefs de l'armée du centre. Il a été accueilli plutôt fraîchement à l'état-major après la reprise de Machecoul par les républicains en avril 1793. Et du coup, de lui-même, il s'est un petit peu, non pas en marge, mais il est très présent dans les différents combats. Mais il s'est mis un peu à l'écart. Il s'est installé à Legé, en pays de Ré. L'écrivain Michel de Saint-Pierre a hardiment décrit l'atmosphère de Legé à l'époque de cette espèce de cour qui s'était finalement établie autour de lui, qu'on l'appellera le roi de Vendée. Une espèce de cour, car il y a dans ce groupe pas mal de femmes. Des essaims de femmes voleront jusqu'à la fin de son aventure autour du jeune chef, et certaines de ces femmes le suivront partout, à la fortune des combats et de ce vagabondage guerrier, de cette vie d'homme traqué, de cette errance interminable qui sera plus tard son destin, nous écrit Michel de Saint-Pierre. On se presse autour de Charette, car tout simplement, dans ce qui est devenu une sorte de petit état dans l'état, il fait bon vivre. Je veux que la joie règne où je suis, disait-il. On peut dire que chez Charette, tout est poussé à l'extrême. Non seulement cette joie de vivre, mais aussi, bien entendu, son grand caractère, son courage, sa résistance. Les ennemis de Charette disaient même que sa chance au combat était tout simplement insolente. Je cite Gilbert Charette, un de ses biographes et de ses parents. Le caractère complexe du chevalier se montra à Legé sous ses multiples facettes. 2 hérédités, bretonne et méridionale, se mêlent curieusement en lui.
Il a du breton, la ténacité, l'entêtement légendaire, la bravoure, la fidélité à la parole donnée, l'attachement à la religion. Bien sûr, mais, ajoute Gilbert Charette, c'est de sa mère qu'il tient ses emballements soudains, ses élans spontanés. En mai 1794, Charette réorganise son armée et confirme Pierre Roseau comme commandant de la division de Montaigu. En 1794, il s'empare du camp républicain de Saint-Christophe, près de Châlons, mais moins d'un mois plus tard, le général Nicolas Axo, avec 6000 hommes, le force à s'enfuir. Il prend sa revanche peu de temps à la bataille des Clouseaux, où Axo est tué. Le 17 février 1795, Charette, qui, disons-le, est à bout de munitions, va parvenir à signer avec les représentants de la Convention un traité qui restera la sanction inespérée de sa victoire de fait. Le traité de la Jaunais, du nom d'un manoir près de Nantes, traité qui exempte les insurgés de tout service armé et qui va jusqu'à établir la liberté religieuse. On n'est pas très loin des premières revendications vendéennes. Quelques jours plus tard, Charette peut défiler à Nantes aux côtés du général Canclot et du représentant en mission Albert Ruel. Le 4 mars, Stofflet accuse Charette de trahison envers la Vendée, ce que Charette n'accepte pas vraiment de la part de son ami. Le 24 juin 1795, alors que la Convention essaye de briser au maximum l'insurrection royaliste, voilà que la contre-révolution, venue d'Angleterre, pose le pied au cœur de la Bretagne. Ce sont essentiellement des immigrés revêtus de l'uniforme anglais qui accourent au secours des insurgés pour rétablir la monarchie. Immédiatement, les Chouans déterminés les rallient. Les forces de Charette, de la Contrie et de Jean-Nicolas Stofflet sont trop éloignées du débarquement et ne peuvent les rejoindre. Une fois le débarquement effectué, tous deux résilient l'un après l'autre les accords de paix qu'ils ont signés chacun distinctement. Cependant, l'armée des immigrés, mal préparée, minée par les divisions et après une courte progression, ne fera pas le poids face aux forces républicaines. En quelques jours, la débâcle est consommée, elle est repoussée et vaincue par les Bleus. Le 25 juin, la bataille de Quiberon a lieu. Les Blancs tentent de rembarquer sur les plages de Quiberon, mais c'est tout de même 750 insurgés royalistes qui seront fusillés. Encouragé par le débarquement des immigrés, Charette de la Contrie reprend les armes. Il abroge le traité de la Jaunais et décide de poursuivre le combat. Malgré la déroute de Quiberon, il va continuer la lutte. En juillet, le futur roi Louis XVIII, dont on n'oublie pas qu'il est le frère cadet de Louis XVI, lui écrit qu'il lui confère le grade de général de l'armée catholique et royale. Ses faits d'armes dépassent de loin le cadre de la guerre de Vendée. Il reçoit les félicitations d'Alexandre Sovorov et Dumouriez, tente de le débaucher pour allier la cause de Louis-Philippe d'Orléans. Plus tard, en octobre, Charette va tenter une jonction avec les troupes de Stofflet qui se battent encore en Anjou. Le dernier hiver, cet hiver 1795-96 est particulièrement éprouvant. Ce sont des combats sporadiques, mais incessants. En octobre 1795, il tente d'organiser la venue du comte d'Artois, second frère de Louis XVI, en Vendée, et se porte sur la côte avec 15 000 hommes lorsque le prince se trouve à l'île-Dieu. Le futur Charles X ne rejoint pas le continent et Charette est peu à peu abandonné par ses troupes. Charette va subir d'autres défaites malgré tous les efforts, dont la bataille de Mouilleron-le-Captif, qui a lieu le 8 novembre 1795, dont les forces républicaines du général Raoul mettent en déroute, près de Le Poiret-sur-Vie, une troupe de l'armée de Charette de la Contrie, alors en train d'attaquer un convoi. Lorsque Stofflet est capturé à la Pointe-Vinière, en Maine-et-Loire, le 23 février 1793, et fusillé le 25 à Angers, Charette perd peu à peu espoir sur l'issue de la guerre de Vendée. Il sent l'étau se renfermer sur lui, et la bataille de la Guyonnaire, le 23 mars 1793, sera pour lui sa dernière. Les colonnes républicaines viennent quadriller la région et finalement, le roi de la Vendée sera capturé le 23 mars 1793. Au milieu d'une poignée d'irréductibles fidèles, 32 exactement, dans les bois de Chabouterie, par le général Jean-Pierre Travot. Cette capture de Charette a été un événement considérable. Pour sa défense, Charette prétendra qu'il était en pourparlers pour se rendre. On peut dire que le pays entier en a été informé parce qu'à Paris, les tenants du pouvoir, on est à ce moment-là sous le directoire, les directeurs donc ont fait
ont tout fait pour faire connaître cette arrestation et pour lui donner le plus d'impact possible. Moins d'une semaine plus tard, l'exécution du roi de Vendée est mise en scène à Nantes sur la place Viarme. On a souvent raconté les dernières heures héroïques de Monsieur de Charette, le grand courage dont il a fait preuve lors de son exécution. Il refuse qu'on lui bande les yeux, il va faire une faveur au général Travaux, au moment d'être fusillé, et il va diriger lui-même le peloton d'exécution en indiquant son propre cœur et dit « Frappez-là, c'est là qu'on frappe un brave ». Il dira même, ces derniers mots, lorsque je fermerai les yeux, tirez droit au cœur. Les soldats vont tirer et à ce moment ultime, on verra Charette se lancer encore en avant dans un dernier mouvement de cette énergie indomptable dont il restera l'incarnation et qu'il fera à dire Napoléon dans son mémorial de Sainte-Hélène. Charette me laisse l'impression d'un grand caractère. Je le vois faire des choses d'une énergie, d'une audace peu commune. Il laisse percer le génie. Maurice Delbé. De son nom complet, Maurice Joseph Louis Bigot Delbé, naît le 21 mars 1752 à Dresde en Saxe dans une famille de tradition militaire. Après plusieurs années au service des armées de Saxe, il arrive en France en 1777 et est naturalisé. Delbé entre dans un régiment de cavalerie, puis parvient progressivement au grade de lieutenant, mais il démissionne en 1783. Le 17 novembre 1788, il se marie à la Gaubretière avec Marguerite Charlotte Duhoux d'Hautevire. Il vit alors dans les Mauges, une région naturelle historique correspondant au sud-ouest de l'actuel département de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou. Il habite à Beaupréau, dans un bâti qu'on appelle la Loge. En 1791, il donne asile à des prêtres réfractaires. En 1793, ce sont 2000 paysans de Beaupréau qui le réclament à sa tête. Sa troupe vient grossir celle de Bonchamp, Catolino et Stofflet. Delbé devient alors rapidement l'un des principaux généraux de l'armée catholique et royale après les premières victoires. Il sert d'abord sous Catolino, puis est reconnu généralissime après la mort de ce chef le 14 juillet 1793. Il a battu les républicains à Coron le 16 mars, à Beaulieu le 29 avril, mais ne subira ensuite que des revers. Il se distingue notamment par une vision politique large, s'opposant aux vengeances souhaitées par ses soldats. L'épisode qui va cristalliser cette pensée particulière se tiendra au soir de la bataille de Chemillé, le 11 avril 1793, et malgré la victoire ce jour-là des Vendéens, qui ont subi de lourdes pertes, bien plus lourdes que celles des Républicains, restent 400 Républicains qui ont été capturés. Alors les Vendéens, éprouvés par les nombreux morts et voulant venger les habitants massacrés du village de Pont-Barré, veulent exécuter ces prisonniers. Sauf qu'ils se heurtent à leur chef Delbé qui, devant l'insistance de ces hommes, leur fait réciter le Pater Noster, le Notre Père. Lorsque ceci arrive au « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », Delbé les arrête et leur dit « Ne mentez pas à Dieu ». Pour les paysans, ces paroles ne provoquent pas la moindre contestation, les prisonniers sont sauvés, et ce geste restera par la suite connu sous le nom de Pater de Delbé. Un vitrail témoigne d'ailleurs de cet épisode dans l'église Saint-Pierre de Chemillé, et un spectacle théâtral est joué dans cette même ville pour la première fois en 1993, qui conserve la mémoire de ce fait. C'est ensuite, en qualité de généralissime, le 30 juillet 1793, qu'il participera à la deuxième bataille de Luçon. Cette bataille sera gagnée par les Républicains, mais il va se démarquer par son courage et s'exposera au plus grand danger, et sauve l'armée vendéenne d'une complète déroute. La troisième bataille de Luçon, le 14 août, fut plus meurtrière et se solde par une nouvelle défaite des Vendéens. Les revers se poursuivent, puisque l'armée royale fut complètement défaite à la bataille de Cholet, le 17 octobre 1793, par le général Kléber. Delbé, grièvement blessé lors du combat, est transporté à Beaupréau, puis à Noirmoutier.
3 mois plus tard, en janvier 1793, les troupes républicaines menées par les généraux républicains Axo et Turreau s'emparent de cette île. Et après une reddition, les insurgés réfugiés sur Noirmoutier eurent la promesse de vie sauve de la part du général Axo, qui lui est considéré comme un officier loyal. Il dit « Je commande des Français contre des Français insurgés, et puisque je peux épargner le sang des uns et des autres, je vous déclare que je promets la vie sauve aux royalistes qui se rendront. » Mais sans respecter cette parole donnée, les représentants du gouvernement, Pierre-Louis Prieur, Louis Turreau et Pierre Bourbotte, firent exécuter les 1800 défenseurs de la garnison, et ce malgré l'opposition d'Axo qui était un officier loyal. Delbé est alors fusillé le 9 janvier 1794 sur la place publique du bourg de Noirmoutier, où on l'avait mené dans un fauteuil, en raison de son état critique puisqu'il avait 14 blessures qui ne lui permettaient pas de se tenir debout. Alors cette scène de la mort de Delbé est très bien représentée dans La mort du général Delbé, une peinture de Julien Leblanc. Pour conclure, on peut évoquer les quelques mots de Turreau qui, bien que républicain, a toujours un grand respect envers ses adversaires. Un physique agréable et distingué, Delbé joignait les talents nécessaires à un chef de parti. Militaire consommé, il avait formé les Vendéens à la manière de combattre la plus convenable à la localité et au génie de ce peuple. Ce chef de parti avait toutes les qualités pour jouer un grand rôle. Delbé a donné la preuve de ses talents dans l'exécution des plans. Ses lieutenants ont été battus à chaque fois qu'ils se sont écartés de ses principes. Delbé avait le don de la parole. Il s'exprimait avec grâce et facilité. Son éloquence était douce et persuasive. Il savait varier ses formes et ses tons. Il prenait souvent vis-à-vis des rebelles celui d'un inspiré, et il avait tellement acquis leur confiance et leur attachement qu'après sa mort, j'ai vu des prisonniers vendéens verser des larmes lorsqu'ils entendaient prononcer son nom. Charles Melchior Artus de Bonchamp est né le 10 mai 1760 au château du Crucifix, à Juvardeil, dans l'actuel département du Maine-et-Loire, dont les registres paroissiaux de la ville ont conservé un acte de naissance riche en témoignages. Connu principalement pour ses actions lors des guerres de Vendée, il fut également un franc admirateur et défenseur des États-Unis. Comme pour de nombreux autres chefs vendéens, il est issu d'une aristocratie simple et tout de même assez éloignée du pouvoir central. Son père, Charles-Louis de Bonchamp, est un écuyer, seigneur de la Baronnière et détenteur du titre de marquis. Celui-ci se marie le 16 avril 1758 à une première épouse, Marguerite Eulalie Helot de Vallière, avec qui il eut 5 enfants, dont Charles. On ne sait que peu de choses de cette mère, hormis qu'il l'a perdue jeune, à l'âge de seulement 7 ans. Et c'est ainsi qu'il dut vivre avec la seconde femme de son père, Renée-Louise Dubois de Maquillé, qui enfanta 3 filles, dont une seule survécut. Plongé dès son jeune âge dans un milieu militaire, il s'engage à l'âge de 16 ans au sein du régiment d'Aquitaine, sous le commandement du marquis de Crillon. Dès lors, il fait de l'Angleterre son ennemi principal et la combat notamment en Inde pendant près d'1 an, avant de lutter pour l'indépendance américaine jusqu'au traité de Versailles en 1786. Il devient alors capitaine de grenadiers 1 an plus tard, en 1787, avant d'être envoyé à Mézières, dont il tiendra la garnison jusqu'à la fin de sa carrière. Rejetant les idées révolutionnaires, il refuse de prêter le serment de fidélité à la République qu'exige l'Assemblée constituante et décide donc de quitter l'armée en 1789. C'est accompagné de son épouse Renée Marguerite de Sepaux qu'il se retire au château de la Baronnière, où il va y mener une existence sérieuse et retirée. Cependant, il revient en service 3 ans plus tard, pour la défense des Tuileries du 10 août 1792. Malgré la cuisante défaite, on note qu'il fut le sauveur d'un autre futur chef vendéen dont il partagera le sort, le jeune Henri de la Roche-Jacquelin. Quelques mois plus tard, alors que les premières émeutes de Saint-Florent-le-Viel ont commencé 6 jours plus tôt, les paysans du bocage viennent chercher Charles de Bonchamp un 19 mars 1793. Ils voient en lui un véritable meneur d'hommes. Et d'abord réticent à cette idée de soulèvement auquel il ne croit pas, il se laisse finalement pousser par la ferveur populaire et prend ainsi le commandement des troupes en rébellion.
Dès lors, il fut l'un des plus aptes à la stratégie militaire, car prudent et habile. Tous ont une confiance absolue en lui, au point que le généralissime Maurice Delbé parle de lui comme ayant été le chef légitime de l'armée catholique et royale de Vendée. Par son niveau d'expérience et par son intelligence, c'est sans doute lui qui forma les meilleurs soldats paysans de la rébellion, que l'on appellera d'ailleurs les Bonchamps. Le niveau de ces hommes était tel que les représentants en mission pour la République écrivaient le lendemain de sa mort « La perte de Bonchamp vaut une victoire pour nous ». Plusieurs épisodes montrent que cette appréciation n'a rien d'exagéré. La division de Bonchamp participe en effet à toutes les grandes victoires vendéennes, dont celle de Thouars, de la seconde bataille de Fontenay, de Saumur ou encore de Torfou, où les insurgés triomphent. Alors qu'ils sont battus lors de la première attaque de Fontenay, au combat du Bois aux Chênes ou aux 2 batailles de Luçon, lorsque les Bonchamps étaient absents. Mais Charles n'est pas seulement tacticien. Il a également des buts bien précis sur ce qu'il va se passer par la suite. Il prévoit de réunir l'ensemble des contre-révolutionnaires de l'Ouest, y compris de la Bretagne et de la Normandie, afin de pouvoir envisager un départ vers Paris pour prendre le pouvoir. Si l'insurrection vendéenne va continuer encore de nombreux mois, Charles de Bonchamp ne va pas pouvoir les traverser de façon entière, contrairement à Charette ou à Stofflet. En effet, c'est le 17 octobre 1793, au matin, qu'une bataille décisive se prépare, la bataille de Cholet. Si Bonchamp fait partie du camp de ceux qui veulent franchir la Loire pour partir en Bretagne, il se range finalement du côté de la majorité, en préférant combattre pour la ville, perdue 2 jours plus tôt, lors de la bataille de Tremblay-Cholet. 24 000 républicains se trouvent alors face à 40 021 dépités et complètement découragés, au point que lors de la marche sur Cholet, l'officier vendéen Boutier de Saint-André rapporte « Je ne voyais dans ces hommes jadis si braves, si confiants, que de l'abattement et du désespoir. Ils marchaient avec calme et résignation, comme des chrétiens au martyr, mais non plus comme des héros à la victoire. Je me dis, c'en est fait. La dernière heure de la Vendée est sonnée. » Malgré ces difficultés, l'armée des royalistes fut redoutable lors de cet affrontement, qui fut symbolique. Jamais, dit Kléber, chef républicain, les Vendéens n'ont livré un combat si opiniâtre, si bien ordonné. Ils combattent comme des tigres et leur adversaire comme des lions. Mais ces paysans sont lourdement défaits. Près de 8000 hommes sont morts ou blessés, et finissent donc par rebrousser chemin, car soucieux des blessures graves de leurs généraux, Delbé et Bonchamp. Ce dernier est amené à Saint-Florent-le-Viel, où se déroule le geste le plus connu à son actif, immortalisé à jamais sous le nom de « la main du pardon ». Il ordonna en effet la libération de 5000 prisonniers que les Vendéens avaient décidé de condamner à mort pour venger la blessure mortelle de leur général. Plus tard, l'un de ces prisonniers qui lui fut reconnaissant voulut lui rendre hommage en érigeant une célèbre statue à sa mémoire dans l'abbatiale de Saint-Florent. Le cas de cet officier de l'Ancien Régime sera très longtemps étudié par de nombreux historiens, comme Émile Gabory, qui dira de Bonchamp « Il est le seul qui possédait les qualités qui auraient pu faire de lui le vainqueur de la Convention. C'est lui qui aurait dû être commandant suprême. » C'est grâce à sa femme, Marguerite de Sepaux, dans la rédaction de ses mémoires, que l'on a pu en découvrir un peu plus sur sa vie dès les années 1830. Car en effet, elle n'avait pas hésité à suivre son mari à chacun de ses déplacements. On peut ainsi apprendre par ce recueil que Charles Melchior avait 2 enfants, un fils, Herménée, mort très tôt d'une maladie, et une fille, Zoé, qui est connue pour son courage en ayant réussi à tenir tête au tribunal par une chanson royaliste, comme on peut le constater grâce à l'huile sur toile de Jean-Paul Laurens, La Petite de Bonchamp, exposée encore aujourd'hui au musée d'Orsay. Ainsi,
Le général Bonchamp fait partie des principaux Vendéens de cette histoire. Il est honoré et apprécié notamment grâce au célèbre parc du Puy du Fou, puisqu'il apparaît être l'un des personnages clés de la fameuse cinécénie. Je vais vous présenter un personnage méconnu de la chouannerie en Bretagne, c'est Louis Sol de Grisol. Donc sa naissance, il est né le 29 décembre 1761 à Guérande. Donc avant la Révolution, il va être engagé dans la marine royale le 14 avril 1782 à 21 ans en tant qu'enseigne de vaisseau, donc chargé à ce poste d'être le porte-drapeau de l'équipage. Et il deviendra lieutenant le 1er mai 1786 à 25 ans. Alors à la Révolution, il va émigrer, mais il revient très vite en Bretagne car il avait appris que les Bretons s'étaient soulevés contre la République. Revenu de son émigration, il prend la tête des chouans situés dans les environs de Rochefort-en-Terre, Redon et Musillac. En mars 1793, il s'empare de Rochefort-en-Terre. Il se joigna à Georges Cadoudal, le général en chef de l'armée catholique et royale de Bretagne. Celui-ci va le nommer colonel. Il devient commandant d'une division de l'armée. En 1795, il est à la tête des insurgés de l'Ille-et-Vilaine, donc ce n'est plus dans sa région d'origine, qui est le Morbihan. En 1797, il devient le commandant de la 4e Légion dans l'armée des Chouans du Morbihan. En 1799, il s'empare de la Roche-Bernard et devient major général de l'armée vendéenne, suite à une expédition dans les diverses contrées de Bretagne dont le but était de mettre en déroute de nombreuses garnisons républicaines. En 1800, il participa à la bataille du Pont du Loc, qui a lieu le 25 janvier à Grand-Camp-Locmaria. Lui, Jean Rehue, Pierre Guillemot et Georges Cadoudal affrontent le général républicain Olivier Marty malgré la supériorité numérique des Chouans. La bataille est indécise. Donc sous le consulat et l'Empire, il est arrêté à plusieurs reprises, il fut amnistié très souvent, mais lors d'un procès, il va échapper à la mort de très peu par manque de preuves contre lui. Il fut tout de même emprisonné jusqu'en 1803. À la Révolution, il rejoignit Georges Cadoudal dans son complot contre Bonaparte. Il fut arrêté en octobre 1804 lorsqu'il arrive à Paris et Cadoudal et d'autres conjurés sont guillotinés. Portrait exact des conspirateurs chargés par le gouvernement britannique d'attenter au premier consul. Donc au centre, on voit Cadoudal. Juste au-dessus, on voit Louis de Frotté. Et tout en bas, Sol de Grisol. Lors de son enfermement, il se fait torturer par la police de Fouché. On lui a arraché les ongles dans le but qu'il dénonce ses complices. Son enfermement va durer de 1804 à 1814. Lors de la première restauration, il tenta en vain de dénoncer ses anciens geôliers, mais il va recevoir le commandement militaire de Belle-Île-en-Mer. Donc pendant la restauration, on va avoir un document qui va lui être envoyé, donc une commission créée par l'ordonnance royale du 31 mai 1814, qui nous dit état nominatif des officiers sous-officiers de soldats de l'armée royale de Bretagne, commandés successivement par messieurs de Puisaye, Georges Cadoudal et Sol de Grisol. Donc Puisaye, c'est le tout premier général en chef, qui va très vite être tué. Ensuite, ça va être Georges Cadoudal. Et en 1815, c'est Sol de Grisol qui va être nommé le chef. Les chouans bretons et les chefs bretons vont recevoir plusieurs pensions royales pour les récompenser. Les 100 jours 1815, Sol de Grisol devient général en chef de l'armée royale du Morbihan. Son armée était composée de 3 à 4 000 hommes. Il est défait à la bataille de Redon le 4 juin 1815 face au général Cagnazoli, alors que ses troupes étaient supérieures en nombre. Nous avons un passage tiré des mémoires de Julien Guillemot qui nous parle de cette bataille. Le 4 juin, l'armée royale fit son entrée dans la ville de Redon, mais le défaut d'artillerie l'empêcha de s'emparer d'une vieille tour crénelée qui s'y trouve, et dans laquelle la garnison s'était retirée en sûreté. Elle s'y défendit courageusement et fit essuyer aux Chouans des pertes considérables. Le brave jeune Langouria, dernier rejeton d'une ancienne famille noble, fut tué en s'élançant vers cette tour. 6 autres périrent avec lui et une trentaine furent blessés, au nombre desquels ils trouvèrent Pierre Lecard, dit Pelot de Cadan, un des plus anciens et plus braves officiers de l'armée royale, le brave Mathurin Charrier, ancien capitaine de grenadiers du bataillon de Bignan, votre père qui eut la cuisse traversée d'une balle, et monsieur Hervieux, jeune de Vannes, si connu pour la fermeté et la noblesse de son caractère. Donc c'est un passage tiré des mémoires de Julien Guillemot. Sol de Grisol est battu à Auray le 21 juin 1815 par le général Bigarré. Alors que les Chouans étaient supérieurs en nombre, la victoire des impériaux restera sans lendemain puisque 3 jours plus tard, Napoléon est battu à Waterloo.
À Ploumélec, Soldegrisol va prononcer un discours le 25 juin 1815. Napoléon a été vaincu le 18 juin à Waterloo par les Anglo-Prussiens. Vive le roi! Donc on voit bien qu'il était dans une espérance de restauration de la royauté. Lors de la seconde restauration, donc le 22 juillet 1815, les Chouans défilent dans Vannes. Le 13 novembre 1816, Soldegrisol va recevoir le grade de maréchal de camp, mais c'est un grade honorifique, il ne le sera pas vraiment. Le 3 février 1822, il reçut le grade de lieutenant général à titre honoraire, donc pareil, ça n'a pas vraiment de fonction en réalité. Puis il va recevoir donc une distinction de la Grand Croix de Saint-Louis, car il a défendu le roi et le catholicisme. Puis il va devenir commandant du château de Pau dans les Pyrénées jusqu'en 1830. À la suite de la Révolution de 1830, il va se retirer à Bordeaux et il mourut le 13 avril 1836. Une plaque commémorative a été érigée en son honneur à Guérande en 2007. Je vais vous présenter la vie d'un chef vendéen qui, de par ses nombreuses qualités, tant humaines que tactiques, a su avoir une place importante dans l'armée. Je veux évidemment parler de Jacques Catlinaud. Né le 5 janvier 1759, Jacques Catlinaud grandit au Pin-en-Mauges dans une famille avec une situation plutôt précaire. En effet, son père, Jean Catlinaud, cumule les métiers, comme il était fréquent à l'époque. Il est donc maçon l'été et tisserand l'hiver. Cela permet à sa femme, Perrine Hubon, et à leurs 11 enfants de vivre. Sur ces 11, seuls 4 avec Jacques vécurent jusqu'à la Révolution. Son père étant sacristain, il va alors entrer enfant à la cure de la chapelle de Genêt, à une quinzaine de kilomètres de son habitat, et il va y rester 5 ans. Il va ensuite suivre son père dans la maçonnerie. En 1777, à peine âgé de 18 ans, il épouse Louise Gaudin et va avoir comme ses parents 11 enfants, dont 5 seulement survivront jusqu'en 1793. Pour subvenir à sa famille, et car le métier de maçon ne lui convient pas, il devient voiturier et marchand colporteur en utilisant ses maigres économies. Il fait alors le tour des foires et la tournée des bourgs, voire des villes. Cela lui permet de vivre noblement. Il nous est alors décrit comme un homme grand, robuste et beau, qui a une très belle voix, qu'il utilise d'ailleurs pour chanter lors de la messe et au mariage. Les Mauges, territoire du sud-ouest de l'Anjou, bordé entre Chalonnes et Nantes, sur la rive gauche de la Loire, sont assez sensibles à ce qui vient de l'extérieur et à ce qui est étranger. Ainsi, lorsque la révolution anticléricale vient déranger leur paix avec le serment des prêtres sur la constitution civile du clergé en novembre 1790, les habitants commencent par faire des pétitions et des réclamations et ignorent les prêtres constitutionnels qui leur sont donc étrangers, préférant leurs prêtres de toujours. Mais à partir du moment où les administrateurs de Cholet et d'Angers, entre 1791 et 1792, ordonnent la destruction des sanctuaires où les habitants priaient la nuit en secret et où les prêtres réfractaires venaient, la fermeture des églises et l'enlèvement des fournitures de baptistères pour mettre un terme aux prêtres réfractaires, l'indignation et la rancœur se fit encore plus sentir. Ainsi, plusieurs manifestations éclatent et la colère grandit de plus en plus. Cette colère est alimentée par la prise de conscience des mauvais traitements encourus par le roi. Catlinaud, lui, connaît très bien tous ces faits, car il voyage beaucoup au sein des Mauges de par son métier de marchand. On vient alors, après la transaction commerciale, à lui demander des nouvelles sur la situation du pays. Catlinaud se plaît à parler avec les habitants, et notamment dans les auberges. Avec un regard d'abord modéré sur les choses, son discours devient de plus en plus ferme et violent. Il va jusqu'à dire que la révolution est parfois nécessaire, comme le dit la loi, et qu'on ne doit pas se laisser faire. Toutefois, Catlinaud ne souhaite pas pour autant une révolte armée. C'est aussi lui qui va organiser et prendre la tête des principaux pèlerinages qui se font dans la région, les lieux de culte étant alors fermés. Catlinaud, de par ses actes, devient, au fur et à mesure, de plus en plus écouté et de plus en plus connu dans la région des Mauges. Lorsqu'au matin du 13 mars, le cousin de Catlinaud, Jean Blond, vient lui faire le récit de la journée insurrectionnelle qui s'est déroulée la veille à Saint-Florent-le-Viel, ce dernier va s'armer, s'habiller et va aller sur la place du village où son cousin a rassemblé déjà quelques hommes. Il va leur dire de recruter dans le bourg le plus de monde possible pour la défense de la religion.
Il va être alors à la tête d'une troupe de 27 hommes, dont 9 lui sont parentés. Quelques heures plus tôt, son ami Perdriau, qui habite au village voisin de la Poitevinière, avait déjà rassemblé des hommes pour marcher vers Jalais. Il a, tout comme Catlino, la profession de marchand colporteur, et il est donc au courant des faits dans le Maine-et-Loire et la Vendée. Il a l'estime de sa clientèle, la bravoure, le dévouement au roi et le devoir de conscience religieux. Après avoir participé à l'échauffourée de Saint-Florent, il prévient les habitants au galop de la défaite républicaine et organise la lutte. Il est donc acclamé chef le 13 au matin et fait ainsi dépêcher à Catlino un émissaire pour le prévenir de sa marche vers Jalais. Catlino va alors vers la Poitevinière et les cris de ses soldats, cumulés à l'effervescence déjà mise en place par Perdriau, entraînent d'autres hommes à le rejoindre et ils sont bientôt une quarantaine. Arrivé à la Poitevinière, il est encore rejoint par d'autres bandes voisines et ils partent à environ 500 vers Jalais. Ils rejoignent Perdriau et prennent la ville sans trop de soucis, les républicains étant peu nombreux et mal armés. Vers 15h, ils parviennent à Chemillé, à 7 km au nord de Jalais, et remportent aussi une victoire de justesse grâce à la venue de 200 à 300 hommes en renfort. Catlino a failli y passer, son chapeau a été fendu en deux par un sabre sur son crâne. Durant les nuits du 13 au 14 mars, de nouveaux contingents le rejoignent et forment ainsi une armée de presque 5000 hommes. Catlino, alors apprenti dans les manœuvres militaires, va se ranger derrière un garde-chasse, Stofflet, duquel il prend commandement tout en gardant l'allure de chef. Ainsi, avec lui, il dirigea de l'armée, Perdriau s'étant effacé derrière le grade de lieutenant en second. Le 15 mars, il remporte une victoire éclatante à Cholet, puis à Coron le 16, où ils prennent un canon du XVIIe siècle qu'ils surnomment Marie-Jeanne. Ce canon deviendra le symbole de l'armée angevine et gage de victoire. Il leur sera repris lors de la bataille de Fontenay, le 22 mai, ce qui leur donnera encore plus de motivation dans la guerre. Faisant par la suite la jonction avec les troupes de Delbé puis de Bonchamp, l'armée angevine est alors à plus de 20 000 hommes. Le soir du 21 mars, à Chalonne, Catlino montre son génie militaire en faisant allumer plus de feux de bivouac que nécessaire afin que les républicains assiégés pensent que les Vendéens sont plus nombreux qu'en réalité, ce qui permet, en marchant, la prise de la ville. Il se laisse tout de même 15 jours de repos après cela pour célébrer Pâques, et les différents chefs vont se séparer pour mieux couvrir le territoire déjà gagné. Le 11 avril, un combat terrible a lieu au Chemillé, la ville ayant été reprise par les républicains du fait du relâchement des troupes vendéennes pour Pâques. Pendant des heures, la bataille fait rage et il est impossible de déceler un vainqueur. Vers 19h, alors que la nuit commence à tomber, les prisonniers vendéens réussissent à se libérer et les républicains finissent par sonner la retraite. Perdriau est tué et Catlino a failli y passer, c'était sans compter le dévouement de Mathieu Sinan, un de ses soldats de la Poitevinière. L'épisode fut tellement traumatisant qu'il fut surnommé le grand choc de Chemillé. La victoire est précaire et les munitions angevines sont épuisées. Après plusieurs difficultés, la fougue vendéenne se ravive autour de Catlino et des victoires monumentales et très importantes stratégiquement parlant sautent au rendez-vous. Le 5 mai à Thouars, le 25 mai à Fontenay-le-Comte, le 9 juin à Saumur. Catlino est depuis le début reconnu par ses soldats et par les chefs de l'armée, car modeste, déterminé, soucieux du sort de ses ennemis, il évite le plus possible le pillage et les exécutions sommaires, et car même sans grande connaissance militaire, il se montre habile dans la stratégie et dans la tactique. Cette renommée fait qu'il va être élu le 12 juin 1793, soit seulement 3 jours après la victoire de Saumur, généralissime de l'armée. Son diplôme est ainsi rédigé. Aujourd'hui, 12 juin 1793, l'an premier du règne de Louis XVII. Nous sous-signés commandant les armées catholiques et royalistes, voulant établir un ordre stable et invariable dans notre armée, nous avons arrêté qu'il sera nommé général en chef, de qui tout le monde prendrait l'ordre. D'après le scrutin, toutes les voix se sont portées sur M. Catlino, qui a commencé la guerre et à qui nous avons tous voulu donner des marques de notre estime et de notre reconnaissance. En conséquence, il a été arrêté que M. Catlino serait reconnu en qualité de général de l'armée
et que tout le monde prendrait l'ordre de lui. Fait à Saumur, en conseil du quartier général, le 10 jours et en que dessus. Ainsi, même si ce titre est purement honorifique et que Catlino n'est pas vraiment au-dessus des autres chefs d'Anjou et du Haut-Poitou, il faut reconnaître le prestige que lui confère cet acte. L'armée angevine accueille d'ailleurs très chaleureusement cette nomination. Mais la carrière de Catlino va prendre court lors de la tentative de la prise de Nantes. En effet, les troupes du généralissime s'aventurent dans les rues nantaises et Catlino, exposé, est touché depuis une mansarde par une balle qui lui fracasse le coude et se loge dans sa poitrine. Le chef, qui avait été encensé d'une invincibilité par ses soldats, est à terre. Les troupes découragées vont alors faire évacuer leur chef et font une réelle débâcle. Ramené vers Saint-Florent-le-Viel, il y meurt le 14 juillet. Son corps y est d'abord inhumé, avant d'être transféré en 1896 au Pin en Mauges. Pour conclure, on peut dire que Catlino, un chef préféré aux nobles grâce à ses qualités humaines et stratégiques, de par son court séjour dans l'armée vendéenne, a évité les possibles dissensions avec les autres chefs. À sa mort, c'est l'idée des Angevins victorieux qui s'efface. Les grandes défaites de Luçon le 14 août et de Cholet le 17 octobre finissent de mettre en avant les victoires de Catlino. Celui qu'on surnommera le Saint d'Anjou sera érigé tout au long du XIXe siècle comme le symbole de la Vendée soulevée contre la République.